La fermeture des locaux du Conseil national de la jeunesse, décidée par la Direction nationale de la jeunesse, entraîne une polémique. Bientôt, les 74 375 élèves admis au DF 2023, excepté les candidats libres, vont être orientés dans les établissements secondaires généraux, techniques et professionnels publics et privés au titre de l'année scolaire 2023-2024. Nous verrons dans le Focus Éducation la particularité des établissements dits durs. À Johannesburg, le sommet des BRICS s'est ouvert ce mardi 22 août. Plusieurs pays souhaitent rejoindre le groupe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. La Direction nationale de la jeunesse a ordonné la fermeture sans délai du Conseil national de la jeunesse ainsi que de toutes ses activités. C'était au travers d'un communiqué rendu public vendredi 17 août. Une décision qui crée de la discorde au sein du Conseil. Plus de détails dans ce commentaire signé Assitoumani Koulibaly. Selon le directeur national de la jeunesse, Boubacar Ibrahim Kalossi, cette décision se justifie par des crises à répétition et des dysfonctionnements dans la collaboration entre elle et le Conseil national de la jeunesse CNJ, peut-on lire dans le communiqué. Suite à la décision, le Conseil n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié dans la foulée, il dénonce une violation de la convention qui unit les deux structures et qui stipule dans son article 10 qu'aucune des deux parties ne peut y mettre fin sans avoir avisé l'autre partie 3 mois à l'avance par écrit. Dans son communiqué, le CNJ rappelle que juridiquement, la Direction nationale de la jeunesse ne dispose d'aucun droit de fermeture du Conseil national de la jeunesse et de la cessation de ses activités avec effet immédiat. Le Conseil, qui était en préparation de son 7e congrès ordinaire, ne digère pas. Toutefois, des voix divergentes se font entendre au sein même du Conseil. Donc au niveau du comité exécutif, aujourd'hui, ça ne va pas. Rien ne va. Le problème s'aggrave. Donc la DNJ nous a saisis au mois de juillet passé avec une correspondance nous demandant de normaliser la situation. Cette lettre-là a disparu. Les membres du comité exécutif ont vu cette lettre-là à travers les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de réunion au niveau du comité exécutif par rapport à cette lettre-là. Et la DNJ a pris sa responsabilité puisque au lieu qu'on cherche à normaliser, le comité exécutif, à travers le président et son clan, a cherché à imposer une commission de renouvellement à la jeunesse malienne. La DNJ, pour cela, nous félicitons aussi notre département. Le département a le soutien de la majorité des membres du comité exécutif pour avoir, n'est-ce pas, fermé la porte du CNJ. Qui plus est, hier lundi, dans un nouveau communiqué, 12 vice-présidents sur un total de 14 affichent leur soutien à la décision de la direction de la jeunesse. En ces termes, je cite, « Nous apprécions l'acte à sa juste valeur. » Sans aucune forme de belligérance et en toute objectivité, la majorité se dissocie du communiqué sans référence du 19 août 2023 émis par une poignée de personnes au nom du comité exécutif du CNJ Mali, peut-on y lire. À noter que le mandat de l'actuel bureau du comité exécutif du Conseil national de la jeunesse a pris fin depuis novembre 2022 et a été prorogé jusqu'en 2024. Ni le président du CNJ, ni le secrétaire général n'ont répondu à nos sollicitations. Bientôt, les orientations des admis au DF sortiront dans le lot des établissements secondaires privés. Certains absents de toute subvention de l'État par leur statut ne reçoivent que des élèves qui sont exclusivement à la charge financière de leurs parents. C'est le Focus Éducation de ce mardi, un reportage de Soumaïla Fani. Le Mali dispose environ 113 établissements secondaires généraux, techniques et professionnels publics contre plus de 2000 structures du genre évoluant dans le privé. Parmi ces privés, tous ne reçoivent pas les élèves orientés par l'État. Vous avez des catégories d'établissements secondaires que nous appelons établissements secondaires privés durs. Pourquoi durs? Parce que ces établissements font la particularité de n'accepter à leur sein que des enfants qui seront pris en charge par les parents. Et ils ont été créés et acceptés en tant que tels par l'État. Et donc, à travers les cours pédagogiques,
À travers la formation, en tout cas que ces établissements dispensent, l'État les reconnaît. C'est une initiative personnelle que ces établissements prennent et pour lesquels aussi l'État ne voit pas d'inconvénient dès lors que c'est le même programme, c'est la même formation. Maintenant, la différence, elle est laissée aussi à l'initiative des parents. À part leurs charges financières qui reposent exclusivement sur leurs parents, ces élèves reçus par ces établissements secondaires privés durs demeurent dans le fichier scolaire de l'État. Une fois que l'enfant trouve le DF, l'État lui donne un numéro matricule national. Donc l'État suit cet élève à travers le numéro matricule national. Partout où il voit, que ce soit un établissement privé dur ou que ce soit un établissement subventionné par l'État, l'État a un œil sur cet enfant-là. De telle sorte que c'est le même cadre. Mais seulement ce sont les mêmes élèves aussi, ce sont des élèves réguliers. Mais la seule différence, c'est quoi? L'État ne paye pas leurs subventions. Une fois qu'un élève, par exemple, un élève qui est dans un établissement subventionné par l'État, une fois qu'il quitte cet établissement pour venir chez nous, l'État arrête maintenant de payer sa subvention. Il a les mêmes conditions maintenant d'accès à l'université que l'élève régulier qui est dans un établissement subventionné. Quelque part, nous aidons l'État. Parce qu'en réalité, par exemple, si nous prenons notre cas chez nous ici, on a à peu près 450 élèves. Donc, ces 450 élèves sont enlevés maintenant sur le fichier de l'État pour le paiement. Donc, il faut voir la manne financière que l'État gagne. À la différence de ces établissements privés durs, environ une dizaine, existent en grand nombre ceux qualifiés d'établissements secondaires privés mixtes ou mous. Ces établissements privés mous sont ceux-là qui, généralement, écrivent pour attester qu'ils sont favorables à l'arrivée d'élèves orientés par l'État et qui se conforment en ce moment aux tarifs et aux taux prévus en la matière. Ces établissements-là peuvent recevoir des élèves à la fois de l'État et des élèves à la fois privés durs qui sont à la charge maintenant des parents. La priorité d'abord, c'est par rapport aux apprenants qui sont envoyés par l'État. Les élèves privés ne peuvent être que des appoints. L'État est prioritaire dans ce cadre-là. Donc quand l'État a besoin des écoles, l'école est obligée de prendre les élèves venant de l'État. Le promoteur s'est engagé dans ce sens. Il a signé un cahier de charges dans ce sens. Donc c'est lorsque il finit de remplir cet engagement, s'il y a de l'espace, il peut prendre des élèves privés. Pour rappel, l'État débourse chaque année plus de 40 milliards de francs CFA pour la prise en charge de ses élèves dans les établissements secondaires privés. Hier lundi 21 août, un convoi d'environ 300 camions principalement chargés de produits alimentaires, du sel, du maïs et des produits ménagers est arrivé au Niger. Cette importante donation provient du Burkina Faso, venu aider le Niger sous sanction de la CEDEAO depuis le 30 juillet, après le coup d'État du 26 juillet renversant le président Mohamed Bazoum. L'annonce a été faite par le directeur régional des douanes du Niger, le colonel Adamou Zaroumei, qui a estimé que ces produits étaient une bouffée d'oxygène pour le Niger. Toujours selon lui, les forces armées burkinabées puis nigériennes ont assuré la sécurité du convoi durant tout le trajet. Et puis, l'Union africaine a annoncé mardi 22 août 2023 suspendre le Niger de ses institutions après le coup d'État et affiche une position réservée sur une éventuelle intervention militaire ouest-africaine, selon un communiqué de son Conseil de paix et de sécurité. Le CPS prend note de la décision de la CEDEAO de déployer une force au Niger et demande à la commission de l'UA d'entreprendre une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires d'un tel déploiement, explique le CPS. L'Union africaine, qui privilégie la solution diplomatique, va nommer un haut représentant pour encourager les efforts de médiation de la CEDEAO. Je vous l'annonçais au sommaire, le mardi 22 août a marqué l'ouverture à Johannesburg du sommet des BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Djeneba Samaki. Le 15e sommet des BRICS s'est ouvert ce mardi à Johannesburg en présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa et de ses homologues de la Chine et du Brésil, Xi Jinping et Luiz Inácio Lula da Silva. Le premier ministre indien Narendra Modi a également effectué le déplacement. La Russie est représentée en Afrique du Sud par Sergei Lavrov, son ministre des Affaires étrangères.
Sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, CPI, pour crimes de guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine participera en visioconférence. Ce 15e sommet des BRICS intervient à un moment où les divisions sur la scène internationale ont été accentuées par l'invasion russe de l'Ukraine. L'Afrique du Sud, la Chine et l'Inde n'ont pas condamné Moscou depuis le début du conflit. Et le Brésil a refusé de se joindre aux pays occidentaux pour envoyer des armes à l'Ukraine ou imposer des sanctions à la Russie. Le bloc créé en 2009 représente actuellement 23% du PIB mondial, 42% de la population et plus de 16% du commerce mondial. Les candidats sont donc nombreux à toquer à la porte. Parmi eux, des pays pétroliers du Golfe comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ou encore l'Iran dont le chef de la diplomatie s'est rendu à Pretoria pour chercher du soutien. Mais les BRICS attirent aussi sur le continent africain, avec des candidatures notamment de la part de l'Algérie, de l'Égypte, du Nigeria, de l'Éthiopie et du Sénégal. Le Maroc, qui avait été cité parmi les candidats à une adhésion, a démenti. Le royaume chérifien a des relations tendues avec l'Afrique du Sud à cause du soutien de cette dernière à la cause du Sahara occidental. C'est donc un total de 22 pays qui souhaitent intégrer le groupe. L'expansion des BRICS est l'un des enjeux du sommet. Les dirigeants prendront une décision finale sur ce sujet. Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est exprimé lors d'un direct sur Facebook sur la zone aurifère de Kouri-Bougoudi, située dans le nord du pays. Le chef de l'État a lancé un avertissement aux groupes rebelles qui tentent de pénétrer au Tchad depuis le 10 août. Djeneba Samaki. Depuis le 10 août, des éléments du groupe rebelle du Conseil du commandement militaire pour le salut de la République, en abrégé CCMSR, tentent une incursion au nord du Tchad. Selon le président de la transition, des affrontements ont eu lieu et il y a eu des morts et des matériels de guerre saisis par l'armée tchadienne. Dans le même sillage, le commandement du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FAC, a accusé l'armée tchadienne d'avoir bombardé sa base installée en territoire libyen. Le groupe a annoncé rompre le cessez-le-feu qu'il avait décrété en avril 2021, après l'incursion qui a coûté la vie au président Idriss Déby Itno. Face à ces menaces, le chef de l'État s'est montré ferme et déterminé. واتم وقاهين اللسان إن سمن قاهين نرجم إنهم سيك قدرة والهدف هذا نرجم. La situation sécuritaire au Tchad est tendue depuis le décès du président Idriss Déby Itno en avril 2021. Le Conseil militaire de transition, CMT, dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, a promis de rétablir la paix et la stabilité dans le pays. Mais les groupes rebelles continuent de mener des attaques contre les forces armées tchadiennes. Ils exigent la démission du CMT et l'organisation d'élections libres et transparentes. Le président Mahamat Idriss Déby Itno avait gracié le 25 mars dernier 380 membres du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, condamnés le 21 mars à la prison à perpétuité pour leur implication dans la mort de l'ancien chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno. Cette décision qui devait contribuer à apaiser les tensions engendre l'effet contraire. Selon des observateurs, depuis ces libérations, les attaques se sont multipliées contre les civils tchadiens. Et on termine avec le sport. Avec un saut à 17,64 mètres lors de son 5e essai, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango a remporté ce lundi 21 août 2023 la médaille d'or des championnats du monde d'athlétisme devant les Cubains Lázaro Martinez et Christian Napoles. Aïssata Koulibaly. Il ne pouvait en être autrement pour Hugues Fabrice Zango tant sa trajectoire est linéaire. Après avoir gagné le bronze en 2019 à Doha, puis l'argent l'an dernier à Eugene aux États-Unis, le jeune Burkinabé de 30 ans a remporté hier la médaille d'or lors de l'épreuve du triple saut. Un 5e saut mesuré à 17,64 mètres a permis à Hugues Fabrice Zango d'offrir le premier titre mondial en athlétisme au Burkina Faso.
It's just amazing. I'm really happy with this medal because I dreamed of it since 4 years ago at 2019, and it was hard to get it, And I passed by bronze, silver, and now gold. So I'm really happy with the progression, and I'm sure that next time will be even better. La médaille d'or du Burkina Faso n'a pas été la seule performance notable du continent. À 20 ans, le Botswanais Letsil Tebogo a offert au continent africain sa première médaille mondiale de l'histoire sur la course reine de l'athlétisme, le 100 mètres masculin dimanche à Budapest. Tebogo, record personnel en 9 secondes 88, n'a été devancé que par Noah Lyles, nouveau visage de l'athlétisme mondial. Tebogo, qui a pour idole Usain Bolt, s'est mué en promesse de l'athlétisme mondial au-delà du continent africain, en devenant double champion du monde junior du 100 mètres et double vice-champion du monde junior du 200 mètres en 2021 et en 2022. Point final donc à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne.